Ah, voilà. Donc on va commencer. On va donc... Essayez de ne pas vous mettre sur mon axe. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir Luc, qui m'a remplacé à Aubonne. Ouais. Lorsque je donnais des cours à Aubonne. Et à Saint-Leu. Et à Saint-Leu-la-Forêt, toujours dans le Val-d'Oise. Et Luc m'a reçu assez souvent sur les antennes de la radio où il officie. Où j'officiais. Où il officiait, Radio Anguin, IDFM. Et on a fait en particulier des émissions sur les chanteurs de variété, quelques-uns, et sur Léo Ferré, un numéro spécial de Léo Ferré. J'étais à l'époque ami avec, je me suis toujours mené très loin, et au Venezuela avec Alidor, qui était devenu l'assistant de Luc Mariani. Alors Luc, qui a beaucoup de cordes à son arc, il en a plein, c'est d'abord un compositeur de musique important, puisqu'il a fait une vingtaine de CD, une note complète de 20 CD, ce qui est pas rien. Critique musicale aussi, et puis d'envergure importante, y compris le monde de la musique. Et puis psychothérapeute et astrologue, enfin il y a beaucoup de choses. Alors, comme c'est un spécialiste des nœuds lunaires et que moi, c'est pas trop ma spécialité, mais je ne suis pas du tout équipe, du reste. J'ai quelques points de conviction, c'est que les nœuds, les astéroïdes et surtout les lunes noires, c'est bien de s'en occuper lorsqu'on sait déjà interpréter la Lune et l'essentiel. C'est-à-dire le septénaire et les lampes, mais ensuite tout est possible, et en tous les cas c'est un champ d'investigation passionnant. Alors c'est un grand spécialiste des nœuds lunaires, donc je lui ai demandé de venir nous en parler. Voilà. Merci. Alors j'ai commis quand même une petite brève. Vous savez que je fais des brèves pour mon service d'abonné, ce qui permet de mettre en valeur, ou mettre en tous les cas en lumière, des tas de personnages qui marquent l'actualité. Et j'ai fait une petite brève sur lui, mais j'ai commis un horrible crime. C'est que j'ai compté 300 émissions de sa prestigieuse émission, alors qu'il y en a 1000 maintenant. Je me suis référé à des deux trucs sur Internet, et en fin de compte, ça a été un grand détriment. Bon. J'ai réputé le pire. Voilà. Allez, je vais passer donc la parole à lui. Tout d'abord, je suis très heureux d'être là, invité par Olivier, parce que je communique très bien avec Didier, et puis on a plein de points communs en fait, puisqu'on est passé aussi, comme il l'a dit, à Saint-Leu et dans des cours, il est passé avant moi, je suis passé tout de suite après, on me disait à chaque fois c'est Didier, on me dit j'ai une pièce, j'ai et tout, et petit à petit, on s'est rencontrés, voilà, et puis on a beaucoup de points communs sur la musique, sur l'astrologie, sur la vie, la politique, des choses comme ça, on partage beaucoup de choses. Voilà. Donc je vais vous parler d'un sujet effectivement qui me tient beaucoup à cœur parce que les nœuds lunaires, dans le monde astrologique, il y a des gens qui sont vraiment les aficionados qui utilisent, et puis alors, ceux qui ne veulent pas en entendre parler, puis ceux qui sont entre les deux. Donc je vais essayer de vous faire sentir et de vous donner peut-être parce qu'en 2 heures on ne peut pas bien sûr étudier tout ce qu'il y a autour des nœuds, mais essayer de vous donner un goût et une méthode aussi, de voir comment nous pouvons les utiliser et d'une façon à la fois intellectuelle, c'est-à-dire dans l'interprétation avec les symboles, le nord en signe, en maison, etc., mais aussi le sentir à l'intérieur de nous. Ça c'est beaucoup plus intéressant aussi parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de sentir le thème astral. On peut le sentir intuitivement, mais tout le thème tourne autour des éléments finalement, des 4 éléments. Et les éléments, dans la tradition bouddhiste tibétaine entre autres et la tradition tantrique, les 4 éléments sont utilisés. On les retrouve pratiquement à tous les niveaux de pratique. Pour la mort, les mandalas, la transformation psychologique, les éléments sont utilisés. Quand je parle des éléments, bon, les éléments chinois, il y a des petites différences, mais en gros, si on prend les éléments occidentaux, c'est la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Et bien sûr, le thème astral, qu'est-ce qu'il nous donne? Dans les 12 signes, il nous donne 4 éléments. Et l'espace étant la complétude, c'est-à-dire le potentiel pour que les 4 éléments
Donc on va se servir énormément de ça. Donc dans le petit dossier que je vous ai donné, hein, donc dans le dossier, il se présente comment? Vous avez vu que la moitié du dossier, ce sont des thèmes. J'ai pris vraiment des thèmes importants parce que les personnages importants vont nous permettre de les sentir. Bon, Michel Polnareff, il y en a qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas, mais en tout cas, il a un disque, il a fait un grand retour il y a quelques années, là il a un disque en préparation. Hitler, vous le connaissez tous, l'abbé Pierre, je pense aussi, Nicolas Sarkozy, et puis j'ai pris Dominique Strauss-Kahn, voilà, on va en prendre plein d'autres. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Et sur cette deuxième partie, vous avez la deuxième page qui est les 5 éléments à 3 niveaux. Donc ça, c'est vraiment la base pour laquelle on va se servir pour l'interprétation des nœuds lunaires. Alors c'est pas du tout, c'est quelque chose que j'ai mis en forme, en tableau, mais ça vient d'une tradition qui est 3 fois millénaire, entre autres des hindous et bien sûr des bouddhistes. Alors pour me présenter un petit peu aussi, comme Didier l'a dit, oui, je suis psychothérapeute depuis 20 ans maintenant et je suis en cabinet. Je suis en cabinet et je reçois des gens en individuel. Je fais de moins en moins de groupes, de moins en moins de travail, je n'ai jamais fait de travail de couple ni quoi que ce soit. Je reçois des individus de 18 ans à tous les âges de la vie, mais des individus adultes. Je peux recevoir quelques adolescents qui sont en quête de rechercher, qui ont des problèmes pour se rentrer dans la vie et tout, mais en général c'est très très rare, il faut qu'ils soient accompagnés avec les parents, et sinon je ne prends que des adultes. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai étudié depuis 25 ans avec un maître de tradition, le bouddhisme tibétain, et un maître qui était un proche du Dalai Lama, qui s'appelait Taraplu Rinpoche, je dis s'appelait parce qu'il est décédé aujourd'hui. Et j'ai eu une autre enseignante très importante, beaucoup de personnes la connaissent sûrement ici, Irène Andrieux, voilà, qui est une enseignante, qui est un maître pour moi, qui est une amie aussi. Et donc elle m'a enseigné les nœuds lunaires, et elle aussi est venue aux nœuds lunaires et à l'astrologie plutôt par l'hindouisme et le bouddhisme que par la tradition occidentale. Donc ce qui fait que j'ai fait la connexion avec Irène Andrieux, que j'ai d'abord rencontré, après j'ai été à la psychothérapie, j'ai étudié Jung et Freud, et après j'ai été donc voir des maîtres bouddhistes, puisque j'ai suivi la lignée qui avait suivi un petit peu Irène Andrieux. Et, voilà. Et je suis arrivé aux nœuds lunaires. Et les nœuds lunaires, quand j'ai vu les nœuds lunaires grâce à Irène Andrieux, j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose de très important au centre de ces nœuds, c'est-à-dire que quelque part c'était deux points égaux et opposés. C'est-à-dire qu'ils sont égaux un peu comme des vases communicants. Donc en général, quand on a le nœud sud, on a immédiatement le nœud nord qui est à son opposé. Et bien sûr, comme en astrologie, tout est fait par rapport aux éléments, quand un nœud nord est par exemple en terre, le nœud sud est obligatoirement en eau. La terre et l'eau étant deux éléments complémentaires. Si vous avez un nœud nord en air, vous aurez obligatoirement le nœud sud en feu. Le feu et l'air étant deux éléments aussi, disons, complémentaires. Donc, ça m'a donné l'idée de dire il y a quelque chose qui est égal et opposé, et si on arrive à unir les deux extrêmes, on peut réussir à sentir ce que nous sommes au niveau unité. Donc je me sers énormément des nœuds lunaires pour essayer dans une consultation ou dans une analyse d'essayer de faire sentir les deux points qui sont égaux et opposés de la personne. Alors en gros, pour vous dire, pour déjà vous donner une première définition des nœuds, le nœud sud, on peut dire que c'est une résultante globale de ce que nous sommes. Une résultante. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette résultante? Vous y mettez tout ce que vous voulez. C'est-à-dire aussi bien l'hérédité, le transgénérationnel, l'inconscient collectif, le karmique. Vous y mettez tout ce qui est la résultante de la personne au moment où elle naît. Et de l'autre côté, le nœud nord, qui serait un projet, non pas une mission. Et essayer d'enlever ce mot de mission, c'est pas une chose que Dieu nous donnerait ou qu'une personne nous donnerait, c'est un projet, une projection. Une projection, c'est-à-dire un désir primordial, comme s'il y avait dans le thème un désir primordial. Mais ce désir primordial qui va nous conduire toute notre vie, il est uniquement mu par son opposé, c'est-à-dire l'endroit d'où nous venons, les énergies que nous avons à l'intérieur de nous. Et que pour trouver ces énergies à l'intérieur, nous ne pouvons que projeter des actes, des actions, donc le karma, dans son sens premier du terme, car voulant dire faire et ma mental, donc le faire mental. Plus nous projetons et plus nous avons de liberté dans notre capacité de projeter et de désirer dans le monde, c'est-à-dire
d'aller vers nos désirs et notre énergie intérieure, plus nous avons des chances de revenir au nœud sud et de comprendre, de sentir de ce quoi nous sommes faits en essence, au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau psychologique. Donc c'est ça un petit peu la base, si vous voulez, des nœuds lunaires. Donc c'est pas comme on lit très souvent, et c'est pas une critique que je fais, on dit toujours il faut partir de son nœud sud pour aller vers son nœud nord parce que là se trouve la clé et tout. Non, non. Le nœud nord c'est juste une énergie qui nous pousse à aller vers l'avant pour avoir plus d'autonomie, plus de liberté. Mais une fois que nous avons cette liberté, nous pouvons choisir ce que nous faisons. Soit nous continuons à vivre cette liberté sans trop s'interroger parce qu'on a des facultés et on sent qu'on peut réaliser nos désirs, soit on s'en sert à un moment de notre vie, en général à partir de la cinquantaine c'est toujours un très bon moment, pour revenir au nœud sud et commencer à sentir qui nous sommes profondément. Si nous ne sentons pas de liberté dans notre vie, on peut insuffler un petit peu nos désirs, nos pensées vers l'extérieur, essayer d'apporter quelque chose au monde, il y a peu de chances que nous puissions découvrir qui nous sommes, parce que nous serons toujours dans l'angoisse de ne pas réaliser quelque chose, de ne pas faire quelque chose, de ne pas exister. Donc le nœud nord, c'est juste un, comme diraient les bouddhistes, un baksha, ça c'est le tibétain, ou un samskara, ou un vaksana dominant qui nous pousse à aller vers l'extérieur quoi qu'il arrive, mais pour qu'à un moment, nous avons le choix, soit de continuer dans l'illusion, comme disent les bouddhistes, et d'aller à l'extérieur vers les actions qui nous mènent on ne sait pas trop où, soit de revenir avec cette liberté et de revenir à l'intérieur de nous et d'avoir une pratique pour sentir qui nous sommes. Et sentir qui nous sommes, c'est notre leçon. Ça pourrait correspondre à l'inconscient freudien, si vous voulez, mais c'est beaucoup plus vaste que l'inconscient. Dans le sud, bien sûr, il y a l'inconscient, mais il y a l'infra-inconscient, c'est-à-dire toutes les racines karmiques qui sont incluses dedans. Comme je l'ai dit, qu'elles soient héréditaires, générationnelles, personnelles, ou de l'inconscient collectif de l'une, par exemple, tout se trouve inclus dans le sud. Ok ? Alors, ce qui est très intéressant dans le nœud sud et le nœud nord, quand je les ai travaillés, au début, je ne savais pas trop où j'allais. J'ai commencé en 1978-79 à m'intéresser sur ces nœuds. Et j'ai travaillé par moi-même. Et un jour, je me suis trouvé dans une réunion, c'était un ami qui fêtait son anniversaire, par un ami d'un ami que je ne connaissais pas. Et je suis allé. Et je travaillais sur une lumière, mais sans savoir trop et en n'ayant aucune direction. Et cet ami, à un moment, m'a dit, tiens, je vais te présenter notre hôte. Donc il m'a présenté, il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, je suis un peu d'astrologie, ça m'intéresse. Et là, immédiatement, j'ai été me chercher dans cette bibliothèque un livre. Il m'a dit, tiens, lis ça, ça t'intéressera. Et c'était le premier livre d'Irène Andrieux. Son premier livre, Astrologie d'évolution. Il me l'a remis. Et je lui dis, je vais le lire et puis je te le rends. Il dit, non, il dit, c'est un livre qui tourne, c'est pour toi. Et puis une fois que tu l'auras lu, tu pourras le donner donc à quelqu'un d'autre. Et en plus, il était dédicacé par Irène Andrieux, il avait dédicacé à une personne. Et bien sûr, j'ai ouvert tout de suite la page. J'ai ouvert le livre, je suis tombé sur les nœuds lunaires, parce qu'on avait déjà investigué. Et là, je me suis dit, oui, c'est la direction. Alors après, je l'ai approfondi. Je l'ai approfondi, et ce que je vais vous dire là, aujourd'hui, c'est pas... la base de l'enseignement, c'est d'Irène Andrieux, mais c'est mes propres recherches aussi. C'est pas uniquement pour redire ce que fait Irène Andrieux. Je dis tout ce qu'elle a fait sur les nœuds, pour moi, c'est une valeur très très grande valeur. Alors, dans ces nœuds lunaires, vous savez tous, et là vous allez aller dans le petit dossier, puisqu'on va voir les bases des nœuds lunaires. Vous allez en page 4, vous tournez 4 pages. Il n'y en a plus. D'accord. Si là, il y a une personne qui pourra vous donner, parce que vous en avez 3 là, donc essayez de suivre. Voilà, vous en avez 3. Et puis ce que je vous conseille, si le dossier vous intéresse, les gens, vous le photocopierez, vous donnerez les adresses, comme ça vous fera des échanges, et puis vous le photocopierez. Et si vous ne le trouvez pas, je vous le photocopierai, vous m'appellerez si vous voulez vraiment, et je vous en donnerai un exemplaire. Donc sur la page 4, c'est un vieil article du temps où il y avait Astralis, qui était une très bonne revue, qui était faite par Maurice Charvet. Astrid Fallon écrivait très souvent dedans, et cette revue était très précise. Donc c'est pour vous montrer dans un premier temps les nœuds lunaires au niveau de la cosmographie et de l'astronomie. Parce que ce ne sont pas des points fictifs, ce ne sont pas des points qui sont inventés. Ça a une réalité. Et les astronomes, ils s'en servent des nœuds. Puisque les nœuds, en général, dès qu'on parle des nœuds, c'est très en rapport avec les éclipses.
hein, c'est-à-dire la réunion de la Lune et du Soleil, soit les éclipses de Lune, soit les éclipses de Soleil. Et c'est des points dont les astrophysiciens, les astronautes se servent parce que c'est des points qui ont une réalité astronomique. Donc déjà, c'est pas n'importe quoi, c'est une véritable réalité astronomique. Et qu'est-ce que c'est que ces nœuds? Eh bien, vous voyez la bande zodiacale, hein, qui est faite au centre par l'écliptique, hein, donc ça vous connaissez. Donc la définition de l'écliptique, c'est quoi? C'est le chemin apparent du Soleil autour de la Terre quand on le voit de la Terre. Si on regarde le déplacement du Soleil, on pourrait mettre un petit point chaque jour et voir le déplacement, et ça nous donne la ligne de l'écliptique. Et de l'autre côté, vous avez l'équateur, c'est-à-dire que l'équateur de la Terre, mais qui est remis au rang de l'équateur céleste, c'est-à-dire qu'on étend l'équateur de la Terre et on l'amène. Donc une sorte de ligne d'équilibre, on pourrait dire, de la Terre. Et les deux forment une intersection. Et ce point d'intersection entre l'écliptique chemin apparent du Soleil et l'équateur, donc qui est le point d'équilibre de la Terre, les deux, la Terre et le Soleil, en se rencontrant dans ce point, donnent deux points. Un point qui est le nœud nord, quand le chemin des lumières monte vers le haut et redescend vers le bas, donc ça donne le point du nœud sud. Donc c'est pour ça que vous avez le pôle et les deux pôles qui sont marqués. Donc ces points, bien sûr, vous les trouvez dans les éphémérides et ces points sont très précis. Ils sont répertoriés de façon très précise. Alors, pour enlever tout de suite le problème qu'il y a, on va dire, le nœud sud frais, le nœud nord frais ou le nœud nord moyen, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, tout simplement, les premières éphémérides étaient des éphémérides très incomplètes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les ordinateurs et surtout pour calculer les nœuds, c'était des formules, on va dire, très complexes, et ben on les avait réduits à quelques nombres en fait, et on avait éliminé plein de paramètres à l'intérieur. Et on avait déduit que sur l'ensemble, on en faisait un nœud moyen, c'est-à-dire un nœud qui est toujours rétrograde, donc le point qui est de la rencontre de l'écliptique et de la Terre, ce point est rétrograde par rapport au zodiaque, mais c'est un point moyen, on a calculé un point moyen. Donc ce point rétrogradait, ce qui fait qu'on l'a appelé le nœud moyen. Mais en fait, après, avec les ordinateurs très précis, et les premières éphémérides, ça a été M. Mikkelsen qui a pu obtenir, je crois, les éphémérides de la marine américaine, et qui a pu avoir donc les chiffres exacts. Et là, on a vu que le nœud qui rétrogradait comme ça, en fait, il a des multiples mouvements, un peu comme la Terre. Et en fait, ce nœud fait comme ça. Donc il y a une espèce de mouvement qui fait comme ça. Donc vous voyez qu'il rétrograde tout le temps, mais il y a des moments où il rétrograde, mais il revient vers l'avant. Et il rétrograde de façon. Ce qui fait qu'on a réussi très précisément à mettre les nœuds, et on l'a appelé le nœud vrai. Donc, est-ce qu'on utilise le nœud vrai ou le nœud moyen? Les astronautes qui avaient les anciennes éphémérides utilisaient le nœud moyen. Aujourd'hui, je pense qu'il faut utiliser le nœud vrai. Ceci dit, il faut savoir qu'il n'y a que 1 degré 43 minutes de différence entre les deux nœuds. Et très souvent, ils sont égaux. Et puis très souvent, il y a 20 minutes ou 30 minutes d'angle. Donc ce qui est très très peu. Alors ça pose qu'un problème, c'est quand on fait les aspects au nœud lunaire, parce que quand on veut travailler précisément à 1 degré 43, effectivement, ça peut changer pour les petits aspects. Mais bon, vous laissez tomber ça, et c'est très rare. L'autre problème, c'est quand vous avez un nœud qui change de signe, et qui est entre les nœuds. Alors effectivement, ça c'est l'hypothèse, ce qu'on appelle l'hypothèse d'école, ou de maison. Donc à ce moment-là, faut le tester. Mais par expérience, en ayant fait des milliers de thèmes, ça change à peu près. Quand on se trouve vraiment sur l'intersection, c'est un thème sur 30, sur 40, sur 50, donc c'est très très peu. Et là, quand on a ce thème-là, on peut tester justement et s'en servir de test. Ok? Donc ça, c'est pour la partie astronomique, c'est-à-dire la partie physique. Mais je me suis aperçu que ces nœuds lunaires, ça allait plus loin. Et un jour, je suis tombé en 1995, donc là c'est le texte qu'il y a en 2e page, je vous l'ai photocopié, ou en 3e page, excusez-moi. En 1995, j'ai été à Porte de la Villette, et ce jour-là, il y avait les Tibétains qui faisaient le mandala de Kalachakra, c'est-à-dire c'est un mandala de sable, et c'était le mandala sur le temps. Ils sont restés 2 semaines à le confectionner, et j'y allais pratiquement presque tous les jours pour voir l'avancement de ce mandala.
Il y a un livre qui est sorti sur ce fonctionnement, et de ce livre, il y a certains articles qui ont été faits par des scientifiques, par des psychologues, des ésotéristes, des tibétains. Et là, j'en ai photocopié une page. Et ça, c'était un texte qui a été repris d'une interview du Dalai Lama. Et le Dalai Lama, donc, disait que la pratique de Kalachakra, il s'en servait, c'était une pratique initiatique sur le temps. C'était une pratique qui tenait compte du cycle de 7 ans, donc du cycle uranien, et que les 7 premières années étaient très importantes pour l'enfant, et il détaillait les 7 stades au Tibet de l'enfant qui grandit pour arriver au fameux âge de raison. Et il dit aussi que dans ces cycles-là et dans la pratique de Kalachakra, on se sert des nœuds lunaires. Donc c'est le texte qui est là et que j'ai mis avec une petite accolade. On se sert des nœuds lunaires, donc le nœud nord et le nœud sud, et que ces nœuds, ils font partie, donc très très précisément à la nouvelle lune ou à la pleine lune, de pratiques dites ésotériques, non pas parce qu'elles seraient réservées à une élite et tout, mais parce qu'il faut beaucoup de préliminaires pour faire ces pratiques. Donc il faut rentrer dans une voie en fait. On ne sait pas qu'elles sont réservées à des gens plus intelligents ou moins intelligents, mais uniquement, comme vous voulez apprendre, si vous voulez jouer du Chopin et tout, il va falloir que vous travaillez énormément le piano. Bon, là c'est pareil, pour ces pratiques-là, il faut travailler énormément. Il y a un tas de protocoles à réaliser. Le calme mental en général, bien sûr, la relation avec l'énergie du corps, et après on peut travailler à l'intérieur de soi. Et que quand on arrive à un stade de la pratique de Kalachakra, en fait, c'est l'union à l'intérieur de la colonne vertébrale. Vous avez tous entendu parler de la Kundalini ou des chakras. En fait, il y a un canal qui descend, un canal qui monte, et toute la pratique de Kalachakra, c'est réunir ces deux canaux d'énergie qui montent au centre de la colonne vertébrale. Et le canal qui monte, c'est le nœud nord, et le canal qui descend, ça correspond exactement au nœud sud. Et que quand on les unit en pratique méditative à l'intérieur de nous, ça nous donne une unité. Alors là, quand j'ai vu ça, ça m'a amené une autre forme. Je me suis dit, bon, il y a une donnée astronomique, mais il y a aussi une donnée énergétique. Et ça, c'est des pratiques qui se font depuis 3000 ans, qui existaient déjà dans l'hindouisme, et qui ont été prolongées par le bouddhisme. Donc, je me suis dit, il y a une réalité de ces nœuds lunaires. Vous savez que les hindous donnent beaucoup d'importance aux nœuds lunaires et à la lune. Donc là, ça veut dire que quand on pratique le nœud nord et le nœud sud qui correspondent chacun aux canaux d'énergie qu'on a le long du corps, quand on arrive à les réunir par des pratiques assez sophistiquées au centre de nous-mêmes, ça nous donne une sorte d'unité où nous réunissons les deux contraires. Une sorte d'unité dans la dualité. C'est-à-dire que nous arrivons à sentir ce qu'est l'unité dans les deux arbres de notre vie qui sont toujours la dualité, le jour, la nuit, le père, la mère, etc. Il y a toujours cette dualité et nous arrivons à les unir à l'intérieur de nous. Donc c'est intéressant. Et j'ai essayé de traduire cette forme-là dans l'approche des nœuds lunaires en fait. Et je me suis dit là, on a deux points égaux et opposés. Et si vous regardez bien dans le thème, c'est les deux points qu'on a, parce que les planètes, c'est qu'une planète, les signes sont opposés effectivement, mais ils sont fixes, alors que là on a des éléments dynamiques qui se déplacent, et quoi qu'ils fassent, ils sont toujours égaux et opposés. Et en plus, ils vont à l'inverse du thème, c'est-à-dire c'est un outil qui est rétrograde. Donc c'est comme si cette énergie-là allait sans cesse à la rencontre des énergies qui sont déjà programmées. On peut dire que notre thème natal, c'est toutes nos énergies où on existe au niveau psychologique et physique, et que les nœuds lunaires vont rencontrer à l'inverse pour nous remettre sans cesse des mouvements à l'intérieur de nous, de choses que nous considérons comme établies. À l'inverse, donc ces nœuds, énergétiquement, vont avancer et vont sans cesse entrechoquer les points du thème qui sont notre stabilité. Et nous remettre sans cesse dans une espèce de forme d'instabilité pour sans cesse essayer d'approfondir ces choses qui sont à l'intérieur de nous et qui sont enfouies et cachées. Vous voyez un petit peu? Oui. Ça paraît clair? Oui. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Mais on va essayer de voir comment les pratiquer, ça c'est très important. Alors donc, sur le plan énergétique, c'est des pratiques qui sont très anciennes dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, des pratiques donc, de la Kundalini qui sont reliées à Kalachakra. Au niveau astronomique, vous l'avez vu, c'est une donnée astronomique qui est très précise et qui est quantifiée maintenant pratiquement à la seconde près par les ordinateurs. Il n'y a plus de problème, ils ont rentré tous les paramètres et c'est très très précis. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'on peut les analyser aussi au niveau des mythes et des mythologies. Vous connaissez peut-être la roue de la vie des Tibétains. Si vous ne la connaissez pas, donc c'est la roue de la vie,
c'est une représentation, c'est une sorte de mandala dont les bases ont été faites par le Bouddha lui-même. Mais après, elles ont été mises en place par des disciples, des siècles après. Mais le Bouddha a défini donc cette roue de la vie qui sont les 12 liens interdépendants. Et il a défini ces 12 liens interdépendants dans sa méditation pour trouver l'éveil. Et il est parti pour trouver l'éveil, donc c'est toute la base du bouddhisme, pourquoi les êtres souffrent. Donc la base du bouddhisme, c'est la souffrance. Et il a remonté étape par étape, 12, 11, 10, 9, 8, pour arriver à 1, et qui était la base, les êtres souffrent, parce qu'il y a cette ignorance, parce qu'ils sont ignorants de leurs conditions. Ils ne connaissent pas les énergies de ce quoi ils sont faits. Et ils s'identifient à ces énergies-là. S'identifiant à cette énergie-là, ils ne s'identifient pas à l'énergie primordiale, et ils confondent la réalité. En fait, ils prennent des messies quelque part pour des lanternes. Donc il a remonté ces 12 liens. Et quand vous analysez ces 12 liens, je peux vous, si vous voulez approfondir la thématique et la symbolique des signes du zodiaque, allez voir aussi dans les 12 liens interdépendants du bouddhisme, il y a des écrits, parce que ces 12 liens correspondent aux 12 signes du zodiaque. Exactement. Le premier lien, le deuxième lien. Le Bouddha et les enseignements bouddhistes les ont définis très précisément, et chaque description de chaque lien correspond à la description d'un signe. Donc vous avez psychologiquement, énergétiquement et physiquement tout un apport de travail dans ces 12 liens qui vous permettent d'enrichir considérablement la symbolique des liens. Et, la symbolique des 12 signes du zodiaque. Et dans cette symbolique de la roue de la vie, vous avez au centre 6 mondes. Et dans ces 6 mondes, il y a 2 mondes particuliers qui sont des mondes qu'on appelle des asuras, c'est-à-dire des guerriers jaloux, et des devas, c'est-à-dire des gens qui sont sur la pointe du samsara, donc du monde, et qui ont découvert des états de méditation et des grands états. Et il se trouve que ces dieux jaloux, qui sont appelés les demi-dieux et ces dieux complets, sans cesse ils sont en combat. Sans cesse ils sont en combat. Pour essayer chacun d'être à la place du calife, de déloger. Et les devas, donc les dieux, ceux qui ont atteint la sommité au niveau de la méditation, sont des gens qui sont installés, donc sont des forces de stabilité, et les gens qui veulent les déloger sont des forces de déflagration qui vont sans cesse essayer de mettre en porte-à-faux les gens qui sont les énergies qui sont stables. Et en fait, dans ces 2 forces, les asuras et les devas, donc des dieux jaloux ou des dieux entiers, on retrouve le sud, qui sont les forces de stabilité, donc qui viennent de nos acquis, qui viennent de notre énergie profonde, mais qui sont des forces qui, a priori, ne changent pas. Et pour les changer, il faut qu'il y ait cette force du nord, donc ces dieux jaloux, ces asuras, pour amener sans cesse un désir, un mouvement de nous projeter vers l'extérieur, pour essayer de remettre du mouvement dans ces énergies qui sont au-dessus. Donc c'est un combat incessant entre les forces de stabilité et les forces qui vont essayer d'aller à l'inverse pour nous remettre en cause dans nos stabilités. Donc, le nœud sud n'est ni bon, ni le nord n'est ni bon, ni mauvais, ni le sud. Ce sont uniquement un processus, les 2 faces d'une même pièce, les 2 côtés d'un aimant en positif et en négatif, qui nous appartient de réunir à l'intérieur de nous. Donc nous pouvons le réunir par des pratiques méditatives à différents niveaux. Nous pouvons le réunir aussi, si vous êtes des consultants en astrologie, si vous travaillez sur les thèmes astrales, et avec des personnes en face de vous, pour vous-même, vous pouvez essayer de le réunir au niveau psychologique. Il va falloir en faire quelques pratiques à l'intérieur de soi, mais on peut le réunir au niveau psychologique tout simplement. De quelle façon? Et bien tout simplement, si vous avez un thème et vous faites parler une personne ou vous-même, ou vous faites le thème de quelqu'un, d'un proche, de la famille, vous allez essayer de sentir dans le sud comment la personne vit son sud à travers la symbolique qui est donnée dans le sud, signe et maison du sud, et plus la personne, vous arrivez à la faire parler de comment elle vit son sud, et vous pouvez la faire parler parce que vous êtes les maîtres quelque part du symbole, donc vous savez, s'il y a un sud de 10, qu'est-ce que vous allez lui poser comme question? Vous allez lui poser une question, c'est ses forces de stabilité. Si c'est un sud de 10, vous allez la faire parler. Qu'est-ce que c'est pour vous la profession? Qu'est-ce que c'est pour vous l'innovation sociale? Qu'est-ce que c'est pour vous le fait d'avancer dans la société et d'essayer de faire une place? Okay. Et là, vous allez voir ce que la personne
elle va vous répondre. Et si elle a quelque chose en 10 pour le sud, obligatoirement, elle aura le nord en 4 à l'opposé. Quelque part, elle oppose profession, extérieure, avec la mère en 4. Donc le foyer, d'où elle vient. Les deux sont réellement opposés. D'ailleurs, si vous regardez dans votre vie la 4 et la 10, là, on passe à peu près 12 heures dans la maison 4, dans son foyer, à dormir, à manger, à faire des choses, et on passe à peu près 12 heures dans le travail, entre le déplacement, le fait qu'on réfléchisse, et puis le travail. Donc les deux sont toujours opposés. Et très souvent, si vous avez fait des consultations, si vous faites des thèmes, ça c'est un thème très standard, les gens ont du mal à concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle. Soit c'est en général les femmes qui avant étaient enfermées dans le foyer et ne pouvaient pas sortir dans leur vie professionnelle, ou les hommes qui allaient tout le temps à l'extérieur mais qui n'avaient pas qui ne sentaient pas d'émotion, de stabilité et de chaleur et qui avaient du mal à revenir au niveau 4. Donc c'est toujours un équilibre qu'il va falloir essayer de trouver. Mais si vous prenez la 3 et la 9, c'est exactement pareil. La 3, vous savez que c'est les petites études, c'est la fratrie, c'est les petits univers, notre niche écologique. Et la 9, c'est tout ce qu'il y a en dehors de notre niche écologique, de notre quartier, de notre pays, des autres cultures, des autres langues. La 3 et la 9 sont complètement opposées. Et vous pouvez opposer comme ça toutes les maisons de par deux, ou les signes de par deux. Donc dans un premier temps, une des premières façons de travailler les nœuds lunaires, c'est de reprendre vos cours de symbolique et de ce que vous avez expérimenté sur les maisons et sur les signes, et de voir ce qui fait sans cesse les oppositions entre les deux. Hein. Si vous prenez, je ne sais pas, donc la 10 et la 4, on en a parlé, la 11 et la 5. Hein, ben la 5, c'est plutôt nous, notre développement, notre création, l'expression sensorielle, les enfants. Et la 11, c'est tout ce qui est cette expression personnelle, égocentrée, correspondant au lion, et qui nous amène dans la maison 11 à le projeter et à essayer de grandir à travers des groupes, à travers des collectivités, et aller donc de dépasser notre hérédité propre dans la 5 de nos enfants et de la conduire pour tous les enfants du monde dans la société. Donc là, il y a toujours cet espace égal et opposé. Donc vous approfondissez les signes et vous approfondissez les maisons. Okay. Donc, dans cette opposition, on s'aperçoit sans cesse qu'on va du nœud sud pour aller vers le nœud nord. Alors, comme je vous disais, quand vous travaillez psychologiquement sur les nœuds, je me suis aperçu par expérience, dès que vous faites parler les gens sur leur nœud sud, de voir comment ils ont vécu leur nœud sud, exemple un nœud sud en 10, et de les faire parler comment ils vivent leur nœud nord en 4. Par exemple. C'est très intéressant parce que les gens, petit à petit, vont parler de leurs énergies qui est à l'intérieur, donc leur base de stabilité, mais aussi ce qui les tire en arrière et ce qui les empêche d'aller vers l'avant. Et ils vont parler aussi de tout ce qui les amène à projeter leurs désirs, à réaliser leurs désirs, à réaliser leurs actions et aller vers l'avant. Et quand vous avez les deux comme ça, à un moment, la conclusion, c'est d'essayer de voir si la personne est très réceptive et vous lui posez des questions de plus en plus sur son nœud sud et sur son nœud nord. Et en répondant que vous apercevez que les maisons et les signes, de plus en plus, elle incarne son nœud sud et son nœud nord par son expérience vécue, dans un troisième temps, vous essayerez de lui faire sentir comment elle unit les deux au même moment dans sa vie. Parce que le nœud sud et le nœud nord, non seulement on dit le nœud sud et le nœud nord, mais on dit les deux au même moment. Et ça, c'est beaucoup plus dur à faire sentir. Je vais vous donner un exemple tout de suite, un classique que j'ai eu en thème et en astrologie, la maison 3 et la maison 9. Nœud sud en 3, nœud nord en 9. La personne qui a un nœud sud en 3, elle vient d'où? Elle vient d'un univers, en général, très confiné. Un univers de frères et sœurs, de fratries, de petites études, des gens qui vivent dans un quartier ou qui ont une même culture. Et donc, elle doit aller dans la maison 9, c'est-à-dire s'ouvrir, aller vers l'étranger, rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures. Et quand elle va aller en 9, qu'est-ce qu'elle va faire une fois qu'elle va être dans un autre pays? Quelque part, elle va recréer un ghetto, recréer une petite structure. Et sa maison 3, elle va l'amener dans la maison 9. Si c'est l'inverse, c'est exactement pareil. La personne vient de la maison 9, elle vient d'un univers très grand, de philosophie, de voyage, d'essayer de trouver d'autres cultures, de voir comment les gens
fonctionnent entre eux, mais si c'est son nœud sud, quelque part, on pourra dire qu'elle était trop loin, ou elle s'est trop perdue, elle était trop loin de sa niche fraternelle, de sa culture, de sa langue, de sa patrie, de son rapport avec ses frères et sœurs. Et à ce moment-là, elle devra revenir vers la maison 3. Mais quand elle reviendra vers la maison 3, elle pourra effectivement, dans son nœud nord en 3, travailler par exemple, comme j'ai souvent vu, une personne qui ouvre un cabinet dans un endroit ou une petite boutique dans un endroit et qui touche les gens qui sont à quelques kilomètres. Mais elle va toucher aussi des gens qui viendront dans sa boutique et qui seront des étrangers. C'est-à-dire que sa boutique, même si aujourd'hui elle ne va plus dans le nœud sud en maison 9, dans sa maison 3, elle attirera des cultures, elle attirera des personnes, elle attirera des formes différentes qui viennent de la maison 9. Donc elle vivra sa maison 9 dans la maison 3. Si vous arrivez à trouver dans vos propres thèmes comment vous vivez votre nœud sud, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que ça vous a amené à développer votre nœud nord pour essayer d'avoir un maximum de liberté et de désir à l'extérieur, à ce moment-là, ça vous amènera à comprendre le fonctionnement de votre nœud sud et après, comment vous vivez les deux au même moment. C'est un peu très clair, non? On va le voir avec des exemples après. Et je vais vous donner la façon. Moi, ça me. Je disais à Luc C'est la preuve qu'on peut aussi dans les maisons. je disais Oui, que donc la on va musique voir fait, comment on donc on peut va aller faire. dans la salle d'à côté. Je vais vous donner la méthode exacte de mélanger les signes et les maisons et de voir comment on va l'interpréter. Moi, ça me convient ici. Ça va? Oui, mais c'est vous aussi. Il y a du bruit quand on est ici. On va voir à l'entracte. On va voir à l'entracte. Je t'ai demandé, ils ne veulent pas changer. Hein. Le patron veut Oui, je sais, je lui ai demandé avant. Mais on est assis. dans la gueule, il y a d'autres clients. Bah oui, c'est ça. Mais là, il y a le Surtout qu'en plus, ça marche comme nous. Mais par contre, vous pouvez vous rapprocher. Par contre,